Bonjour les amis, B-Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. La salle à manger du domaine Oni régnait dans un silence étrange, les assiettes intactes d'IFO réro fumants, de riz jalaf et de tilapia grillés perdant peu à peu leur arôme sous les lustres aux lueurs changeantes. Mama Duponi était assise au bout de la longue table, régalant son niro violet et son booba, ses perles de corail reposant gracieusement contre son cou. Elle jeta un regard las à la chaise vide destinée à son fils, Depo Oni, le nouveau chef du groupe Oni. La même chaise, trop souvent inoccupée depuis la mort de son mari, 2 ans plus tôt. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle souleva son verre d'eau, le tintement trop fort dans le silence. « Ogano revient ?» demanda-t-elle doucement. Campsey, le jeune compagnon qui débarrassait la table avec une efficacité discrète, marqua une pause. Il a dit qu'il était en réunion, maman. Il a dit qu'il mangerait plus tard, dit-elle doucement, les yeux rivés sur l'assiette qu'elle tenait dans ses mains. Maman Dupe Sapira. Elle avait élevé des pots pour qu'il soit fort, qu'il dirige, mais pas comme ça. Pas au détriment de la chaleur, de la famille ou du plaisir des repas partagés. Campsey se déplaçait autour de la table avec une grâce que Mama Dupe admirait. Elle ne parlait que si on lui adressait la parole, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle savait toujours exactement ce qu'il fallait faire. Plus tôt dans la journée, Mama Dupe avait mentionné avoir besoin d'aide pour une fermeture éclair récalcitrante sur sa robe, et avant qu'elle puisse cligner des yeux. Campsey était là, ajustant délicatement le tissu comme si elle le faisait depuis toujours. Alors que Campsey tendait la main vers le verre de vin vide, son regard croisa celui de Mama Dupe l'espace d'une fraction de seconde, poli, posé et calme. Mama Dupe soutint son regard un instant de plus que d'habitude. Elle observait cette fille depuis des mois, notant comment le personnel de maison gravitait naturellement autour d'elle, comment elle détendait les tensions par des paroles douces, comment elle se comportait comme quelqu'un destiné à plus que des tâches domestiques. Et puis, comme une lueur vacillante dans son esprit, une idée a germé, peu orthodoxe, peut-être folle, mais inspirée. Peut-être que son fils n'avait pas besoin d'une nouvelle réunion du conseil d'administration ou d'un consultant en affaires. Peut-être avait-il besoin d'un bouleversement, une interruption douce, intelligente et réaliste. Mama Dupe se tenait au balcon du 2e étage plus tard dans la soirée, observant la lumière encore allumée dans le bureau de Dapo. Il était plus de 23 heures, et pourtant, il était là, à nouveau, tapant sur son ordinateur portable avec la même concentration sombre qui lui rappelait son père dans ces dernières années. Son mari avait fondé le groupe Oni de toutes pièces, mais il était mort avec des regrets dont personne ne parlait jamais, sa santé s'était affaiblie et son rire s'était envolé bien avant que le cancer n'ait achevé son œuvre. Dapo suivait le même chemin. Célibataire, émotionnellement indisponible et allergique à la joie. Elle avait essayé de lui parler gentiment, et parfois durement, de trouver quelqu'un et de l'accueillir, mais il ne disait jamais rien d'autre que « Je n'ai pas le temps pour les distractions, maman. Pas maintenant ». Et c'était peut-être pour cela que l'idée de Kansi s'était enracinée dans son cœur comme une vigne déterminée. Non pas parce qu'elle était tapac sans grave l'œil ou ambitieuse, mais parce qu'elle était stable. Car lorsque la maison était en plein chaos, Kansi se déplaçait comme le calme après la tempête. Le lendemain matin, Mama Dupe commença à les observer plus attentivement. Elle remarqua comment Kansi baissait rapidement les yeux lorsque Dapo entrait dans une pièce, comment elle disparaissait dans l'ombre comme si elle ne voulait pas exister dans son monde. Et pourtant, elle se souvenait toujours de ses préférences, de sa façon précise de prendre son café, des rares jours où il préférait les fruits aux patates douces, du détail qu'il écoutait toujours du jazz classique lorsqu'il travaillait tard. Elle conservait ces informations comme une bibliothécaire conservait ses précieux disques. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une question d'attention. Mama Dupe sourit interiorement en elaborant un plan. Il lui faudrait du timing, de la subtilité et la bonne excuse. Il fallait que ça ressemble à un accident. Si elle avait raison, et que son instinct de mère ne se trompait jamais, il lui suffisait de leur accorder un instant où le bruit du monde s'estomperait et où elle serait obligée de se voir vraiment. Et pour cela, l'idée du bureau fermé semblait parfaite. C'était un jeudi soir lorsque Kansi fut appelé dans le couloir par le majordome en chef, M. Cole, que lui tendait un dossier seul. Madame a dit de remettre cela à Oga Dapo dans son bureau en personne, a-t-il dit. Kansi a hésité. Elle a alors posé la question. Il est déjà plus de 8 heures.
Monsieur Cole hocha simplement la tête, et elle comprit qu'il n'y avait pas lieu de discuter. Elle lissa sa robe, glissa le dossier sous son bras et se dirigea vers l'annexe, où se trouvait le bureau privé de Dapo. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, projetant une lueur dorée sur le crépuscule. Elle frappa doucement. « Entrez », dit Dapo, la voix laconique comme toujours. Elle entra discrètement et lui tendit le dossier. Il leva à peine les yeux. « Tu peux le laisser sur le bureau. » Alors qu'elle se tournait vers la porte pour sortir, un clic mécanique retentit derrière elle. La porte refusait de s'ouvrir. Elle fronça les sourcils et essaya de nouveau, toujours sans succès. Dapo leva brusquement les yeux. « Que fais-tu »« Je crois que la porte vient de se verrouiller, » dit Kansi avec hésitation. Dapo était déjà debout, la dépassant jusqu'à la porte, testant la poignée puis appuyant sur le bouton d'appel près du bureau. « Rien. C'est absurde, » marmonna-t-il en sortant son téléphone. « Pas de réseau. Pourquoi la ligne fixe est-elle morte ?» aboya-t-il. Kansi resta près de la porte, hésitant entre se rendre utile ou rester invisible. Dapo arpentait la pièce comme un animal en cage, marmonnant des propos sur l'incompétence du personnel et les pannes techniques. Elle sentait sa frustration vibrer dans la pièce. Mais malgré cela, elle ne paniqua pas. Elle s'approcha discrètement d'une chaise près de la bibliothèque et s'assit. S'il devait rester là un moment, paniquer ne servirait à rien. Dapo lui lança un regard agacé, mais curieux. « Pourquoi êtes-vous si calme » s'exclama-t-il. Kansi répondit simplement. « La colère n'ouvrira pas la porte non plus, monsieur. » Et même s'il ne l'avouait pas, la simplicité de sa réponse le fit hésiter. Le temps s'écoulait lentement. L'air du bureau était lourd d'un silence gêné et du bourdonnement de la frustration de Dapo. Il se dirigea vers le minibar, se servit un verre, puis jeta un nouveau coup d'œil à Kansi. Elle n'avait pas bougé de son siège, se contentant de regarder l'heure, feuilletant de temps en temps un magazine économique sur l'étagère. « Tu sais bien qu'on n'est pas censé lire ça, » dit-il, juste pour faire bouger les choses. Elle leva les yeux, imperturbable. « Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas, monsieur. J'étais juste curieuse de lire l'article sur la fabrication locale, » dit-elle. Cela l'arrêta en pleine gorgée. « Tu comprends ce truc ?» demanda-t-il, sceptique. « J'ai étudié la gestion d'entreprise à Unilag pendant 2 ans avant d'abandonner, » répondit-elle. La théorie de la chaîne logistique était l'un de mes cours préférés. Dapo cligna des yeux, puis s'appuya contre le bureau, les bras croisés. Pour la première fois, il la regarda vraiment. « Alors pourquoi travailles-tu ici comme domestique ?»« Parce que les frais de scolarité ne se payaient pas tout seuls. L'éducation de mon jeune frère était plus urgente que la mienne à l'époque, » répondit Kansi, le regard fixe. Il n'y avait aucune pitié dans son ton, aucun appel à la sympathie, juste un constat. Dapo fronça légèrement les sourcils, visiblement habitué à une vulnérabilité dénuée d'attente. « Alors, quel est ton plan ?» demanda-t-il, sans vraiment comprendre pourquoi il s'en souciait. « Saver. Revenir. Terminer. Construire quelque chose de petit mais de stable, » dit-elle avec une assurance tranquille. Pour un homme habitué à entendre les gens parler de visions grandioses et sans fondement, sa réponse était étonnamment raisonnable. Dapo détourna le regard, sentant soudain le poids de son costume et l'ombre de son père. Il ne le dit pas, mais à cet instant, il comprit qu'elle n'était pas qu'une simple domestique. Elle était bien plus que cela, et cette prise de conscience le déstabilisa. Ils dormirent au bureau cette nuit-là, Kansi lové dans un fauteuil, son foulard enroulé autour de la tête, et Dapo sur le canapé en cuir, son blazer plié en oreiller. L'orage dehors était passé depuis longtemps, mais une charge émotionnelle subsistait dans la pièce. Lorsque la lumière du matin perça les stores, Kansi la regarda la première. Elle ajusta son chemisier, nettoya les verres de la veille et s'écarta discrètement pour se rafraîchir dans les toilettes attenantes. Dapo ouvrit les yeux au doux bruit de ses mouvements, et pendant une seconde, cela lui parut étrangement familier. Il n'aimait pas ça, ou peut-être qu'il l'aimait trop. Quand les secours arrivèrent et que la porte s'ouvrit enfin, Mama Dupe était déjà dans le couloir, flanquée d'un monsieur Cole déconcerté. « Je n'arrive pas à croire que cette vieille serrure bloque encore, » dit-elle, feignant l'étonnement avec une finesse digne d'un prix. « Je suis vraiment désolé, monsieur. »« Mais man » dit Kansi en reculant tandis que Dapo passait devant tout le monde sans un mot. Il n'adressa plus la parole à Kansi ce jour-là, pas même au petit déjeuner, quand elle lui servit son thé. Mais Mama Dupe l'observa du coin de l'œil, vit son regard s'attarder une seconde de trop, ses sourcils se froncer et une réflexion plus qu'irritante.
Quelque chose avait changé, et elle savait qu'il valait mieux ne pas insister davantage. La graine avait été plantée. Il ne lui restait plus qu'à l'arroser, avec juste ce qu'il fallait de distance et d'opportunité. Ce que Dapo ne réalisait pas encore, c'est que le temps avait le don de faire fondre même les ambitions les plus froides, et Mamadup. Elle avait tout son temps. Le matin arriva avec une douceur qui contrastait avec la tension persistante. Alors que la porte du bureau s'ouvrait avec un bruit sec et que l'équipe technique réglait miraculeusement le problème, Kansi sortit la première, les cheveux légèrement ébouriffés, mais son sang-froid intact. Elle s'excusa abondamment, les yeux baissés de honte, mais Mamadup les repoussa d'un geste de la main, avec un halètement bien rodé. « Ah, encore cette porte? J'ai dit à Dapo de changer la serrure il y a des mois. » se lamenta-t-elle en posant une main théâtrale sur sa poitrine. Dapo la regarda, les yeux plissés, mais ne dit rien. Son esprit, cependant, était loin d'être calme. Il avait mal dormi, non pas à cause de l'inconfort du canapé, mais parce que ses pensées dérivaient sans cesse vers les paroles de Kansi, son calme sous la pression, ses idées et l'aisance avec laquelle elle tenait bon sans chercher à prouver quoi que ce soit. Il ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment que quelque chose avait changé en lui, et il n'aimait pas ça. Au petit déjeuner, Dapo était assis à sa place habituelle, touchant à peine sa tartine tandis que Kansi servait le thé dans son silence habituel. Mais ses yeux la suivaient maintenant, analysant ses mouvements, le soin avec lequel elle mettait la table, la façon dont elle s'essuyait les mains sur son tablier avant de verser de l'eau dans le vase à côté de Mamadup. Il n'avait pas l'habitude de remarquer ces choses. Il n'avait pas l'habitude de les remarquer du tout. Plus tard dans la journée, alors qu'il regardait par la fenêtre de son bureau lors d'un appel vidéo avec des investisseurs étrangers, son esprit s'est à nouveau égaré, s'est souvenu de sa voix, de son histoire, de son assurance. Il se reprit et secoua la tête avec colère, essayant de se concentrer à nouveau sur le document de fusion affiché sur son écran. « Distraction », murmura-t-elle. C'était ça, elle, une distraction. Mais alors même qu'il y pensait, ses doigts planaient au-dessus du clavier, hésitants. Et depuis ses appartements en bas, Kansi ressentait quelque chose elle aussi. Une ligne invisible avait été franchie, et aucun d'eux ne pouvait la défaire. Le week-end suivant, Mamadup fit venir Kansi dans le petit salon où elle lisait et brodait. « Tu as des idées, Kansi ?» dit-elle doucement en lui tendant un dossier pour la prochaine collecte de fonds de la Fondation ONI. « Aide-moi à planifier ça. Je te fais confiance. » Kansi cligna des yeux. « Mais maman, c'est un événement majeur. Il y a des coordinateurs et des attachés de presse, et ils voient toutes les choses en grand, » interrompit Mamadup. « Je veux tes yeux, tes oreilles, ton calme. » Kansi accepta le dossier à contre-cœur, mais le prit au sérieux. Elle a fait des recherches, pris des notes, comparé les événements passés et ajouté ses propres suggestions, soucieuse de son budget. Lors de la première réunion de planification, entourée de designers, de traiteurs et de gestionnaires d'entreprises, elle semblait dépaysée, jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. Sa voix était claire, ses idées à la fois pratiques et créatives. Les gens commencèrent à hocher la tête. Dapo, assis en bout de table, les bras croisés, observait avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui s'en fiche. Après la réunion, Dapo prit Mamadup à part. « Pourquoi la bonne s'occupe-t-elle de la logistique ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas juste une bonne, » répondit froidement Mamadup. « Elle aide. Elle est compétente. Ou bien l'avez-vous manqué en fronçant les sourcils pendant toute sa présentation ?» Dapo n'a pas eu de réponse. En vérité, il avait tout entendu. Et même s'il ne le dirait jamais à voix haute, il était impressionné. Elle avait repéré une faille dans la chaîne d'approvisionnement de la restauration qu'aucun professionnel n'avait décelée. Et la façon dont elle avait géré le conflit de lieu avec diplomatie, sans faille. Il se surprit à l'observer avec un respect réticent qu'il n'était pas prêt à reconnaître. Ce soir-là, alors qu'il examinait ses suggestions en privé, il apporta quelques modifications, mais garda l'essentiel. « Distraction ou pas, » murmura-t-il, « elle est sacrément douée. » L'incident s'est produit lors de la deuxième réunion du comité. Une erreur mineure dans le budget a déclenché un échange houleux entre le coordinateur principal et le responsable des relations publiques. Dapo, déjà irrité par cette inefficacité, a balayé l'inquiétude jusqu'à ce que Kansi lui présente calmement les chiffres. En fait, si vous examinez la facture originale du fournisseur, vous constaterez que l'écart provient du taux de conversion utilisé pour le fournisseur basé au Royaume-Uni, a-t-elle expliqué en se référant à une feuille qu'elle avait imprimée et codée par couleur.
Le silence s'est installé dans la salle. La responsable des relations publiques a cligné des yeux. Dépôt se tourna lentement pour la regarder. « Et comment le sais-tu » demanda-t-il. « Parce que j'ai fait la reconnaissance des emplacements des vendeurs, » répondit-elle. « C'est à la page 4 du dossier de l'événement que j'ai soumis la semaine dernière. » Elle n'avait pas l'air satisfaite, juste certaine. Le reste de la salle se tourna vers Dépôt, attendant qu'il la défie. Mais il ne dit rien, se contentant de se pencher en arrière et d'acquiescer. Plus tard dans la journée, il la trouva sur la terrasse du jardin, en train d'écrire quelque chose dans un petit carnet. « Tu m'as fait paraître surpris, » dit-il sans préambule. Campsy leva lentement les yeux. « Ce n'était pas mon intention, monsieur. Je voulais juste que l'équipe ait les bonnes informations. » Il marqua une pause, puis s'assit en face d'elle, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Tu es toujours aussi minutieuse » demanda-t-il. Elle sourit faiblement. « Quand cela compte. » Pour la première fois, Dépôt remarqua la courbe de son sourire, la prévenance dans son regard. Il n'y avait aucune séduction dans son ton, aucune tentative d'impressionner. Elle était simplement elle-même, et c'était quelque peu désarmant. De retour à son bureau, il n'arrivait pas à se concentrer. Il repensait sans cesse à ses paroles, se demandant quand cette admiration avait commencé. Et si jamais ça s'arrêtait? La maison Oni bourdonnait de rumeurs. Depuis que le rôle de Campsy dans l'organisation de l'événement était connu, les rumeurs se répandaient dans les couloirs. Campsy, quant à elle, ignorait les commentaires. Elle avait commencé à porter des robes en cara simples et épurées, toujours modestes, mais plus ajustées. Un bonus offert par Mama Dupe lui avait permis de remplacer ses vieilles chaussures. Pour la première fois, elle marchait la tête légèrement plus haute. Non pas par fierté, mais par volonté. Dépôt remarqua le changement et ne dit rien, mais ses yeux suivirent ses mouvements plus longtemps qu'auparavant. Un après-midi, en passant devant le garde-manger, il entendit deux servantes bavarder cruellement à son sujet. « Elle pense qu'elle va faire un joyeux Noël, pas un rêve. » Sa voix trancha leur rire comme une lame. Retourner au travail. Campsy l'avait appris par la blanchisseuse. Elle ne s'attendait pas à ce que Dépôt intervienne, surtout pas comme ça. Les autres membres du personnel l'évitèrent un moment, certains par peur, d'autres par ressentiment. Mais Campsy s'était habitué à la solitude. La différence, maintenant, c'était qu'elle n'était plus invisible. Dépôt a commencé à lui envoyer des questions rapides par courriel, des précisions sur les listes de fournisseurs, le nombre d'invités et des suivis de parrainage. Il ne la félicitait jamais ouvertement, mais le fait qu'il ait confiance en ses conseils en disait long. Le soir, elle s'asseyait près de sa petite fenêtre, lisant et examinant des feuilles de calcul, se demandant si elle n'allait pas trop loin. Était-ce juste un devoir, ou autre chose? Dans sa chambre à l'étage, Dépôt était allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, se demandant pourquoi il avait commencé à remarquer la douceur dans les yeux d'une bonne plus que l'éclat d'un contrat. C'était un mardi pluvieux lorsque Dépôt entra dans la cuisine pour un dîner tardif et s'arrêta au son de sanglots étouffés. Il crut d'abord à la télévision, mais il suivit ensuite le bruit jusqu'à la salle de repos du personnel. Là, à travers la porte à moitié fermée, il aperçut Campsy assise au bord d'un canapé, son téléphone serré contre lui. « S'il vous plaît, donnez-nous un peu plus de temps, » murmura-t-elle. « Nous avons payé une partie. Il va bien. J'ai juste besoin d'un peu plus, s'il vous plaît, ne le suspendez pas. » Elle raccrocha et s'essuya les yeux, ignorant que quelqu'un la regardait. Dépôt recula avant qu'elle ne puisse le voir et retourna dans sa chambre en faisant les 100 pas. Plus tard dans la soirée, il ouvrit son ordinateur portable et demanda le nom de l'école de son frère dans la base de données des bourses de la Fondation Oni. Discrètement, anonymement, il s'arrangea pour régler les frais restants. Le lendemain, Campsy a reçu un appel de l'administrateur de l'école. « Votre solde est réglé. Paiement intégral reçu. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le téléphone. Elle se précipita vers Mama Dupe, les yeux brillants de gratitude. « Merci beaucoup, maman. Je n'ai même pas demandé. » Mama Dupe, prise au dépourvu, sourit mais ne dit rien. Elle ne posa pas de questions. Mais quand Dépôt passa devant eux plus tard dans la journée, elle surprit un bref regard échangé entre lui et Campsy, le sien indéchiffrable, le sien discrètement reconnaissant. Les lèvres de Mama Dupe se courbèrent légèrement. Elle ne dit pas un mot, mais intérieurement, elle murmura une prière, laisse-le s'adoucir. Qu'elle continue de briller. Qu'elle devienne réelle. La transition fut lente, presque imperceptible pour le reste du monde, mais Dépôt la ressentait profondément.
Après la soirée où il avait réglé les frais de scolarité du frère de Campsie, quelque chose en lui refusait de retrouver le rôle de cadre détaché qu'il portait si bien. Il commença à impliquer Campsie dans les réunions du conseil d'administration, jamais officiellement, jamais annoncées. Elle s'asseyait dans un coin, prenait des notes, et de temps en temps, il se tournait vers elle et lui demandait « Qu'en penses-tu » Au début, les autres membres du conseil clignèrent des yeux, confus, certains avec une irritation à peine voilée, mais Despaux resta indifférent. Les réflexions de Campsie étaient toujours réfléchies, fondées et orientaient souvent les discussions vers des solutions pragmatiques. Il balayait du regard quiconque remettait en question sa présence. Pourtant, il ne la félicitait jamais en public. Et Campsie, sage comme toujours, n'a jamais pensé que sa place était permanente. Campsie, en revanche, se retrouvait sur une corde raide. Chaque pas dans le monde de Despaux était mesuré. Elle portait désormais des tenues plus structurées, des chemisiers aux coupes marquées, des jupes soignées qui exprimaient son ambition. Mais elle restait humble, ne dépassant jamais les bornes, veillant toujours à ne pas paraître trop familière. Pourtant, plus ils passaient de temps ensemble, plus leur silence devenait confortable. Entre deux rendez-vous, il lui posait des questions sur son frère, sur ses cours du soir, et elle sur son père, le grand patriarche qu'elle n'avait aperçu que sur de vieilles photos. Leur conversation restait discrète, mais les nuances s'éclaircissaient. Un soir, alors qu'ils travaillaient tous deux tard au bureau de la fondation, leurs doigts se frôlèrent en cherchant le même dossier. Aucun des deux ne s'écarta immédiatement. Ils échangèrent un regard qui s'attarda une seconde de trop. Aucun mot ne fut échangé, mais un non-dit s'installa entre eux, une chaleur qu'aucun des deux n'osa nommer. Le gala de charité de la Fondation Honnay était l'un des événements les plus attendus de la ville, attirant célébrités, magnats du monde des affaires et partenaires internationaux. Campsie est arrivé vêtu d'une robe bleu marine en wax offerte par Mama Dupe, parée de bijoux simples et coiffée de ses cheveux naturels en chignon torsadé. À sa sortie de la voiture de fonction au Grand Hôtel, le personnel de sécurité à l'entrée a hésité. « Madame, le personnel a déjà utilisé l'entrée de service », dit un garde, la prenant pour une coordinatrice junior. Le cœur de Campsie se serra. Elle hocha doucement la tête et se détourna, essayant de cacher sa gêne. Mais juste au moment où elle le faisait, la voix de Despaux retentit. « Elle est avec moi. » La foule se retourna. Despaux, vêtu d'une igbata noire sur mesure, s'est avancé vers elle, lui a offert son bras et l'a escortée jusqu'au bâtiment, sous les yeux de la presse. Les photographes ont cliqué. Les yeux se sont écarquillés. Et comme ça, l'ego l'a remarqué. À l'intérieur, Despaux ne la quittait pas. Il la présenta aux invités comme le membre clé de l'équipe de la fondation. Campsie, posée mais bouleversée, resta brève mais confiante dans ses réponses. Les médias bourdonnaient. Qui était la mystérieuse femme aux côtés de Despaux Honnay? Mama Dupe observait de loin, un sourire entendu au visage, les invités chuchotant et spéculant. Campsie se sentait un peu à l'écart de cette foule scintillante, mais la présence discrète de Despaux à ses côtés lui donna la force de se tenir droite. Il ne dansait pas, il ne flirtait pas. Mais dans cette salle bondée, éclairée par des lustres et des bulles de champagne, il ressemblait à un non-dit, comme un couple en équilibre au bord du possible. Et quand Campsie retourna dans ses quartiers ce soir-là, elle ne dormit pas. Son cœur battait fort, non pas à cause de l'amour, mais de la peur. La peur que ce qu'ils étaient en train de devenir puisse un jour se briser. Quelques jours après le gala, le manoir était différent, chargé, incertain. Et puis elle est arrivée. Sad, l'ex-fiancée de Despaux. Grande, gracieuse et impeccablement soignée, elle était revenue de New York avec des promesses de retrouvailles et de conversations inachevées. Elle s'était présentée sans y être invitée, mais Mama Dupe, toujours diplomate, l'avait accueillie avec un sourire glacial. Campsie l'aperçut à la table du petit-déjeuner, riant avec Despaux d'une manière qui semblait trop facile, trop rodée. Et soudain, Campsie recula. Elle cessa de se joindre à l'équipe en salle de réunion. Elle reprit ses tâches de nettoyage. Elle redevint invisible. La Despaux remarqua un changement. Il remarqua qu'elle évitait son regard, qu'elle ne remettait plus en question les idées reçues, qu'elle déclinait soudain les invitations aux séances de planification de la Fondation. Un soir, il la trouva seule dans le jardin, coupant les feuilles sèches de l'hibiscus de Mama Dupe. « M'éviter ne changera rien, dit-il doucement. Campsie ne leva pas les yeux. « Je ne vous évitais pas, monsieur. Je retournais simplement à ma voix. » Despaux fronça les sourcils. « Il n'y a pas de voix.
Tu fais partie de cette équipe. Alors pourquoi est-elle de retour? Demanda Campsy, sans colère, simplement avec honnêteté. Despaux ne répondit pas immédiatement. Il fixa le crépuscule. Elle n'est pas revenue pour moi. Pas vraiment. Et je ne cherche rien. Pas maintenant. Cette vérité la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle hocha la tête. Compris. Mais longtemps après son départ, elle resta dans le jardin, les yeux rivés sur la terre, se demandant pourquoi sa poitrine lui faisait mal lorsqu'il avait dit cela. Le pire genre d'amour, sans doute, était celui qu'aucun des deux n'avait le courage de nommer. Les semaines passèrent, et Campsy devint plus silencieuse. Ses contributions diminuèrent. Ses vêtements, autrefois éclatants, revinrent à des tons neutres. Et puis elle a remis sa lettre de démission. Maman Dupe l'a lue, les mains tremblantes. Pourquoi maintenant? A-t-elle demandé. Campsy Surredousement. C'est l'heure, maman. Mon frère a presque fini le lycée. Je veux retourner à l'université et terminer mes études. J'ai économisé. Les yeux de maman Dupe se sont remplis de larmes. Tu fais partie de ma famille maintenant, Campsy. C'est ta maison. Ce sera toujours un endroit que je chérirai, a déclaré Campsy. Mais je ne peux pas rester dans un endroit où je ne connais plus ma place. Despaux était furieux quand il l'a découvert. Il ne l'a pas montré publiquement. Mais il travaillait tard. Il aboyait sur son personnel. Il était devenu encore plus froid qu'avant. Il n'a pas affronté Campsy directement. Il lui a simplement envoyé un message. Si tu pars, fais-le pour tes rêves. Pas par peur. Le dernier jour, Campsy rangea discrètement ses quelques affaires. Le personnel fit la queue pour lui dire au revoir, certains gênés, d'autres sincèrement. Maman Dupe la serra fort dans ses bras et murmura une prière. Mais Despaux ne sortit pas. Pas avant que son taxi ne soit arrivé à l'embarcadère. Elle se retourna une fois, espérant le voir, mais le balcon était vide. La maison resta immobile. Et Campsy, le cœur lourd mais la tête haute, monta dans le taxi sans se retourner. Dans son bureau, Despaux se tenait derrière le rideau, la regardant partir. Il avait le cœur lourd, mais sa fierté l'emportait sur son désir. Et pourtant, tandis que la poussière retombait et que son ombre disparaissait, il murmura « Je n'aurais pas dû la laisser partir ». 2 semaines plus tard, la seule réunion du conseil d'administration était tendue. Un partenariat clé avec une entreprise mondiale de logistique était au bord de l'effondrement. Despaux était assis en bout de table, inhabituellement distrait. Les chiffres se brouillaient sous ses yeux. Ses idées, habituellement perspicaces, vacillèrent. L'équipe se tourna vers lui pour obtenir des directives, mais il parla à peine. « Tu n'as jamais rien laissé tomber de tel », murmura un cadre. Maman Dupe, assise au fond de la salle de réunion, l'observait attentivement. Après la réunion, elle entra dans son bureau et ferma la porte. « Tu as bâti un empire », dit-elle calmement. « Mais qui héritera de ton cœur ?» Despaux ne leva pas les yeux. « Pas maintenant, maman. Tu dis toujours ça. Mais maintenant, ça n'arrive jamais. Et maintenant, elle est partie. » Despaux se pencha en arrière, à voix basse. « Je n'étais pas prête. Je ne le suis toujours pas. » Maman Dupe s'avança et posa une main sur la sienne. Il n'est pas nécessaire d'être prêt à l'amour comme s'il s'agissait d'un argumentaire commercial. Il suffit d'être honnête avec son cœur. Ces paroles sont restées gravées dans ma mémoire longtemps après son départ. Ce soir-là, il sortit sa tablette et ouvrit à nouveau le courriel de démission de Campsy. Puis il ouvrit les archives de vidéosurveillance, non pas pour la surveillance, mais pour un moment précis, son dernier jour, lorsqu'elle se tenait devant le portail, jetant un coup d'œil en arrière. Il la regarda s'arrêter, espérant, attendant. Puis il la regarda partir. Sa gorge se serra. Pour la première fois depuis des années, Despaux se sentait impuissant. Et c'est là qu'il comprit que bâtir des empires était facile. Tisser des liens, cela demandait un courage qu'il n'avait pas encore trouvé. La nuit était humide, chargée des gaz d'échappement de Lagos et de l'impatience des klaxons. Campsy sortit du bâtiment du campus, son sac en bandoulière, le visage fatigué par une longue journée de cours et de devoirs. Elle ne s'attendait pas à voir une élégante voiture noire garée de l'autre côté de la rue, moteur tournant. Lorsque la portière s'ouvrit et qu'elle vit Despaux sortir, elle se figea. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, le cœur battant. « Tu es parti sans dire au revoir » dit-il calmement, le regard scrutant le sien. « Je suis venu arranger ça. » Campsy croisa les bras, incertaine de sa colère ou de sa confusion. « Pourquoi ? Pour que tu te sentes mieux en m'ignorant quand j'avais besoin de clarification. »
ou pour que tu me raides ta liste de culpabilité. Sa voix ne s'éleva pas, mais trembla. Dapo s'approcha, mais pas trop. Je n'étais pas prêt, a-t-il admis. Je ne savais pas comment ressentir ce que je ressentais. Tout chez toi perturbait mon rythme. Je détestais ça et j'en avais besoin. Campsy détourna le regard en clignant rapidement des yeux. Tu n'as pas le droit de te montrer maintenant et d'avouer tes sentiments comme dans un scénario hollywoodien, dit-elle amèrement. Mais Dapo n'a pas bronché. Je ne te demande rien. Je veux juste que tu saches que tu es la seule personne qui m'ait jamais permis de me sentir en sécurité. Comme si je ne jouais pas ma vie. L'espace d'un instant, le monde s'est arrêté. Les voitures passaient, les klaxons hurlaient, mais ils se tenaient immobiles, dans le silence de quelque chose de réel. Campsy ne répondit pas immédiatement. Elle hocha simplement la tête, puis murmura « Merci ». Elle se retourna et s'éloigna, cette fois le dos droit, le cœur battant, tandis que Dapo restait là, le regard perdu dans l'espace qu'elle n'occupait plus. Des semaines plus tard, Campsy a reçu un message de Mama Dup. La seule fondation avait besoin d'un nouvel assistant exécutif pleinement autonome. Dapo a demandé à te voir. Campsy ne savait pas trop quoi en penser. Était-ce un rameau d'olivier ou un autre jeu? Mais l'offre était assortie de conditions claires. Une rémunération plus élevée, des horaires flexibles et une participation créative complète au programme. Il ne s'agissait ni d'une rétrogradation ni d'une forme d'apaisement, mais d'un geste de confiance. Elle a rencontré Dapo au bureau de la fondation pour discuter du poste et, pour la première fois, ils se sont serrés la main d'égal à égal. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Parce que c'est mieux ici quand on est là, répondit-il simplement. Elle ne sourit pas, mais son regard s'adoucit. D'accord, dit-elle, mais je travaillerai avec toi, pas pour toi. Dapo hocha la tête. Ça aurait toujours dû être comme ça. La nouvelle dynamique s'est déployée avec prudence, mais avec une aisance croissante. Ils ont collaboré comme des partenaires expérimentés, les idées circulant entre eux, les tensions remplacées par un respect mutuel. Il n'y avait pas de gestes romantiques, pas de flirt, pas de murmures dans les couloirs. Mais il y eut de longues réunions qui se terminèrent par des regards prolongés, des rires partagés lors des déjeuners de travail, et parfois des moments où le silence en dit plus long que les mots. Le personnel remarqua lui aussi le changement. Le PDG réservé était désormais plus ouvert, son tempérament plus calme, son leadership plus serein. Et Campsy s'épanouit. Sa présence au sein de la fondation devint vitale, sa voix valorisée, ses décisions fiables. Bien qu'aucun d'eux ne prononçât le mot « sentiment », celui-ci flottait entre eux comme de l'oxygène, essentiel mais non reconnu. Un après-midi, Mama Dup, observant depuis la fenêtre de son salon, murmura « Ça y est, enfin ». La seule retraite de fondation à Betagri devait être une escapade professionnelle, 2 jours de cohésion d'équipe, de planification stratégique et de repos. Mais la deuxième nuit, un violent orage a contraint tout le monde à rester à l'intérieur. L'électricité a été coupée et l'équipe s'est réunie dans un salon éclairé aux chandelles, racontant des histoires et sirotant du vin de palme. Campsy et Dapo ont fini dans un coin tranquille, assis sur un canapé délavé, loin des rires. Ma mère est morte pendant la saison des pluies, dit soudain Campsy. Dapo la regarda. Elle n'avait jamais parlé de sa famille avec autant de cruauté. Après ça, il n'y avait plus que mon frère et moi. Pas d'uncles, pas de tantes. Juste nous deux, luttant contre le monde avec des rêves de seconde main. Dapo n'interrompait pas. Il laissa la tempête extérieure faire écho au poids de son histoire. Puis il prit la parole. J'ai vu mon père bâtir un empire et mourir sans connaître son fils. J'avais juré que cela ne m'arriverait jamais. Mais c'est arrivé. Je suis devenu lui. Campsy se tourna vers lui, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Le silence entre eux était épais, mais pas gênant. On aurait dit un confessionnal où le jugement n'avait pas sa place. Elle tendit la main et la posa sur la sienne un instant. Sans promesse. Aucune déclaration. Juste des cadeaux. La pluie continuait de tomber, le tonnerre grondait au loin. Et à cet instant, ils restèrent immobiles, 2 morceaux brisés trouvant enfin un coin où s'insérer. Quelques semaines après la retraite, Mama Dup s'évanouit lors d'un dîner ennuyeux. La salle fut prise de panique, mais Campsy se déplaça avec calme et précision, demandant de l'eau, appelant le médecin et l'accompagnant dans l'ambulance. Diagnostic, hypertension et fatigue. La matriarche reçut l'ordre de se reposer complètement. Campsy, sans hésiter,
s'installa dans sa chambre pour prendre soin d'elle. Elle lui administrait des médicaments, préparait des soupes légères, lui massait les pieds et lui lisait ses livres de prière préférés. Dépôt lui rendait visite tous les soirs, souvent simplement pour s'asseoir tranquillement dans la pièce, à observer les deux femmes qui définissaient son univers. Il parlait rarement, mais chaque fois qu'il partait, il embrassait Marmaduke sur le front et s'attardait à la porte avant de se retourner pour jeter un coup d'œil à Kansi. Une nuit, Marmaduke lui prit la main et lui dit « Tu la vois ?» Il hocha la tête. « Elle est la paix que ton père n'a jamais eue. La paix pour laquelle j'ai prié pour toi. » Dépôt de glottit. « Je sais. » Puis Marmaduke prit la main de Kansi et la plaça dans celle de son fils. « Aucun empire n'est complet sans un cœur en son centre, dit-elle d'une voix rauque mais ferme. Kansi essaya de s'écarter, mais Dépôt ne le lâcha pas. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne parlèrent pas. Ils restèrent assis, les mains jointes, le silence résonnant plus fort que des déclarations. Et pour la première fois, Dépôt n'éprouva plus de peur. Il se sentait prêt. Le lendemain matin, Dépôt s'assit avec Marmaduke sur la véranda, sirotant une bouillie de millet au lever du soleil. « Alors, dit-il en posant sa tasse, tu avais planifié ce confinement au bureau, n'est-ce pas ?» Marmaduke rit doucement, sans même chercher à nier. « Ah, mon Dieu, tu n'aurais jamais levé les yeux de cet ordinateur si je ne t'avais pas enfermé avec elle. » Dépôt secoua la tête, amusé. « Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je suis ta mère. » Répondit-elle avec un clin d'œil. Et les mères voient ce que les fils sont trop têtus pour admettre. Ils rirent tous les deux doucement, et Dépôt lui prit la main et la serra doucement. « Merci, murmura-t-il. Elle lui tapota la paume. Remercie-la. C'est elle qui est restée. » Plus tard dans la journée, Dépôt est entré dans le bureau de Kansi, où elle organisait la logistique d'un projet de sensibilisation. « Tu étais au courant pour le confinement, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. Kansi haussa un sourcil. « J'avais des soupçons. Mais j'ai joué le jeu. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Parce que ta mère croyait en quelque chose. Et j'ai eu confiance en son jugement. » Il hocha la tête, s'approcha, puis s'arrêta à quelques centimètres. « Et maintenant ?» Elle leva les yeux, la voix posée. « Maintenant, j'ai confiance en moi. Et je connais ma valeur. » Il sourit profondément. « Alors peut-être qu'on pourra croire en quelque chose ensemble. Sans câlin, sans drame. Juste deux personnes, enfin sur la même longueur d'onde, prêtes, lentement, à écrire un nouveau chapitre. » La nouvelle a fait l'effet d'un coup de marteau. Seule l'étoile montante de la fondation était liée à un scandale financier dans le passé de sa famille. Un tabloïd avait exhumé un vieux litige foncier datant de l'enfance de Kansi, dans lequel son père avait été accusé de fraude avant sa mort. Bien que les charges aient été abandonnées et que sa mère soit morte en tentant de rembourser sa dette, Internet n'a pas fait cas des nuances. Les gros titres criaient au jugement, et les rumeurs sont revenues dans l'unique salle de réunion comme des coups de couteau. Kansi était prise de court. Elle était figée dans le hall de la fondation, les yeux rouges, son téléphone bourdonnant sans cesse. Les membres du personnel lui jetaient des regards en coin. Certains l'évitaient complètement. Malgré toutes ses contributions, le scandale l'avait réduite à un passé qu'elle avait tant lutté pour échapper. Avant même qu'elle puisse commencer à se remettre, Dépôt a convoqué une conférence de presse. La salle était pleine, journalistes, dirigeants, actionnaires. Il se tenait devant eux, vêtu d'un costume gris, sans notes, la voix pleine de conviction. Kansi Ease est l'une des personnes les plus intelligentes, stratégiques et pragmatiques que cette organisation ait jamais eue. Ce qui s'est passé dans son passé ne reflète pas qui elle est aujourd'hui. C'est un rappel de ce qu'elle a surmonté. Il marqua une pause. Si le groupe ONI croit en la résilience, l'intégrité et la rédemption, il ne peut pas tourner le dos à quelqu'un qui incarne ces trois valeurs. La salle était silencieuse, et quelque part dans les coulisses, Kansi fondit en larmes. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans son bureau pour le remercier, il s'aise et lui prit simplement la main. Plus de masques, plus de faux-semblants. La limite avait été franchie, et cette fois, aucun d'eux ne voulait reculer. Alors que la situation commençait à se stabiliser, un courriel inattendu est arrivé. Une offre de bourse complète pour une grande université britannique. C'était un rêve devenu réalité, l'occasion d'obtenir enfin son diplôme et de se spécialiser en gestion d'associations. Assise à côté de Marmaduke, Kansi était sans voix lorsqu'elle a lu la lettre. La vieille dame applaudit de joie, fière comme toujours, fière comme toujours. Tu vois,
Ma fille, Dieu n'oublie pas les silencieux, dit-elle. Mais sa joie était teintée d'hésitation. Kansi ne voulait pas partir, ni abandonner la fondation, son travail, sa vie ici, ni le dépôt. Ce soir-là, elle se tenait dans le couloir devant son bureau, une lettre à la main. Lorsqu'elle entra enfin, il leva les yeux de son bureau avec un sourire las mais entendu. « Tu as compris ?» dit-il. Elle hocha la tête. « Je l'ai compris. » Le silence s'installa entre eux. « Je ne veux pas quitter ce monde, » dit-elle doucement. « Je me sens enfin à ma place. » Dépôt se leva et marcha vers elle. « Alors vas-y, » dit-il. « Et quand tu reviendras, tu seras encore plus à ta place. Tu reviendras plus fort, plus grand, et tu n'auras besoin de la permission de personne pour prendre ta place à table. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Et si je ne reviens pas ?» Il ne broncha pas. « Alors je serai toujours fier. Mais je pense que tu le seras aussi. » Kansi se pencha vers lui, non pas pour un baiser, mais pour un câlin. Un long adieu muet. Cette nuit-là, les lumières de Lagos vacillaient au loin tandis qu'un cœur s'apprêtait à prendre son envol et qu'un autre apprenait à attendre avec grâce. 2 ans passèrent. La Fondation Honnet s'est développée sous une nouvelle direction, Dépôt étant désormais PDG de l'ensemble du groupe Honnet. L'entreprise avait grandi, mais lui aussi, plus présent, plus humain, loin de la machine froide qui autrefois effrayait tout le monde et le poussait à la soumission. Il travaillait toujours dur, mais il prenait des pauses. Il planifiait toujours. Mais maintenant, il souriait davantage lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Il pensait souvent à Kansi, non pas avec nostalgie, mais avec admiration. Elle avait gardé contact de temps en temps, des nouvelles ici et là, mais il ne se faisait jamais de promesses, ne se parlait jamais trop. Et puis, un matin, alors qu'il se préparait pour une table ronde, elle entra dans le bâtiment de la fondation. Le personnel se figea. Elle se tenait droite, vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'un pantalon bleu marine, les cheveux naturellement coiffés en chignon, une assurance qui irradiait d'elle comme un parfum. Elle se dirigea directement vers son bureau. Il était en plein appel quand il la vit. Il laissa tomber le téléphone. « Tu es de retour ?» dit-il en se levant trop vite. Elle rit. « Moi, je suis de retour. »« Pour combien de temps ?» demanda-t-il. « Pour de bon, » répondit-elle. « Si tu veux de moi. »« Pas comme domestique, » plaisanta-t-il. « Plus jamais, » sourit-elle. « J'ai mon propre plan, maintenant. » Il sourit. « Alors, redessinons l'Empire, ensemble. Pas de musique dramatique. Pas de baisers de contes de fées. Juste des retrouvailles douces et puissantes, 2 âmes mûres se choisissant l'une l'autre à la lumière du jour, après avoir traversé leur propre nuit. Le gala annuel de l'entreprise familiale Honnet était plus qu'un simple événement. C'était un héritage mis en valeur. Des invités venus de tout le continent se rassemblèrent dans la grande salle de bal. Mama Dupe, complètement rétablie et resplendissante de corail et d'or, se tenait à l'entrée, sa canne à la main, accueillant les invités avec la majesté d'une reine. Lorsque Dépôt et Kansi entrèrent ensemble, lui vêtu d'un élégant igbata noir, elle d'une robe fluide vert foncé, le silence se fit dans la salle. Aucune annonce n'a été faite, aucune déclaration, mais leur présence a été plus éloquente que n'importe quel communiqué de presse. Les murmures se sont transformés en applaudissements. Même d'anciens critiques ont hoché la tête en signe d'approbation. Le pouvoir ne criait pas toujours. Parfois, il allait de pair avec la grâce. Plus tard dans la soirée, Mama Dupe prit Dépôt à part pour l'aider à s'asseoir. Elle prit une grande inspiration, regarda le sol, puis le regarda dans les yeux. « Maintenant, elle est ton égale. Es-tu prêt à la rattraper ?» Dépôt sourit, l'émotion lui serrant la gorge. Il regarda Kansi, qui parlait avec une jeune entrepreneur, la voix ferme et la posture royale. « Je n'ai jamais été aussi près, » dit-il. Mama Dupe sourit, satisfaite. Ton père l'aurait apprécié. Mais surtout, elle l'aurait changé. Dépôt hocha lentement la tête. Elle m'a transformé. Tandis que la musique jouait et que les étoiles Lego scintillaient dehors, quelque chose en lui s'est apaisé. Pas conquis. Non pas atteint. Juste enraciné. Et parfois, c'était plus puissant que n'importe quelle fortune. Ils se retrouvèrent un dimanche tranquille dans le bureau même où tout avait commencé. Ils n'avaient pas beaucoup changé. Le fauteuil en cuir craquait encore, la vieille bibliothèque était contre le mur du fond, et la lumière des fenêtres projetait des motifs familiers sur le tapis. Kansi était assise en tailleur par terre, feuilletant l'un des premiers projets de fondation qu'elle ait jamais édité.
Dépôt entra avec 2 tasses de zobo et s'assit à côté d'elle. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, vivant simplement dans le réconfort du souvenir et de la croissance. Ce bureau, dit-elle en riant. C'est là que tout a commencé. Il haussa un sourcil. Techniquement, ça nous a enfermés. Elle a ri. Ta mère était un génie. Dépôt hocha la tête. Elle voyait ce que je n'avais pas vu. Ils se tenaient la main, sans plus de gêne ni d'incertitude. Aucune promesse de mariage, d'enfant ou d'éternité n'avait été faite. Mais il y avait un engagement plus profond que les mots, une volonté de construire une vie non fondée sur des rôles, mais sur le respect. Ils n'étaient plus milliardaires et domestiques. Ils étaient des bâtisseurs, des Vicens, d'impact, de quelque chose de durable. De l'autre côté de la fenêtre, la gosse bougeait comme toujours, rapide, bruyante, implacable. Mais à l'intérieur de cette pièce, le temps ralentissait pour 2 personnes qui avaient appris que certains liens n'ont pas besoin d'être forcés. Il faut juste les voir. Et c'est ainsi qu'avec un sourire partagé et une douce poignée de main, Dépôt et Kamsi ont tourné la page, non pas vers une fin, mais vers le prochain chapitre d'un récit magnifiquement inachevé. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.